Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mraclette. Donc aujourd'hui, on est là pour faire un gameplay commenté du tournoi Mraclette qui a eu lieu il y a maintenant quelques mois. Donc c'était la méta pré-ban de Stickfinger. On a un petit peu de retard là-dessus, mais on espère que le gameplay va vous plaire. Donc je suis en compagnie de Clément qui avait fait la première vidéo sur la chaîne. Ah ouais, hello à tous. Du coup, je suis de retour pour cette nouvelle vidéo. Là, pour les deux CZ qu'on va avoir, ce sera Errant Diada et Azusa Lost Bot Seeking. L'idée, c'est que Errant, ce sera un peu le même plan de jeu que ce qu'on avait pu voir avec Zhuelun. Donc c'est juste qu'il y aura le blanc en plus et ça va plus jouer encore en vol que Zhuelun. Et puis Azusa, on va avoir un nouveau plan de jeu combo, mais pas du tout dans la même optique que Gitrog. Ça va essayer d'aligner beaucoup de landes et pour caster des gros spells qui souvent ont un effet au cast, donc qui sont difficiles à contrer. C'est ça qui est intéressant contre bleu. C'est ça, c'est un gameplay assez intéressant parce que globalement Azusa a aussi beaucoup d'armes contre les decks bleus. Elle a pas mal d'effets qui permettent de bypass les contres. Et le joueur de Errante Giada, Mathieu, va essayer de flasher un maximum de menaces en fin de tour pour pouvoir passer des points. Donc ici, on va avoir un mulligan des deux joueurs. Ils vont prendre leur main 7 déjà pour commencer, voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir en faire. Qu'est-ce que tu penses du match-up du coup, Clément? J'aurais tendance à dire, alors je connais le deck du coup de Errante Diada, et je sais qu'il joue beaucoup des festivals, et ça contre Azusa c'est pas trop mal, mais je pense que le fait qu'on puisse pas trop interagir avec le fait que Azusa je lande, bah y a pas de passage de priorité, ça va quand même mettre Errante Diada vachement derrière. Donc si je devais dire un peu comment la game se passerait, je dirais que voilà, globalement, de toute manière, Errant et Diada va jouer ses créatures en flush, va faire quelques points. Donc si au tour 10, Jérémy n'a pas interagi avec Errant a gagné. Mais forcément avant le tour 10, il y aura Jérémy qui aura réussi à aligner des landes. Et après la question c'est est-ce qu'il y aura un festival qui va tomber ou sur un compte de capacité quoi. Oui, c'est ça. Les meilleures cartes du joueur Azorius ici, ça va vraiment être Tishana, Stifle, Tails End. Justement, là, on la voit à l'écran. C'est vraiment les cartes du match-up. L'objectif du joueur d'Azorius aussi, ça va être d'avoir une claque assez rapide. Je pense dans les 5-6 premiers tours, essayer de tuer avec des bêtes volantes pour pas prendre la foudre justement sur un effet incontrable, un Eldrazi potentiellement. Donc là, on a le joueur vert qui part à 6. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le joueur bleu. Au niveau du toss, dans mes souvenirs, c'est le joueur Azorius qui commence, hein, c'est ça? J'ai pas vu le lancer de dés. On a dans la main de Azusa un Summoner's Pact. Donc c'est une carte qui peut être vachement intéressante parce qu'elle permet pour 0 d'aller tuto une créature. Donc en fait quand on sent qu'il y a plus de contre chez Errante Diada, et bah à ce moment-là on casse notre spell, on va chercher une créature et ce sera la créature qui va nous faire la game parce qu'il y a quand même des grosses menaces en vert. Après Pact c'est toujours une carte un petit peu dangereuse parce que en upkeep tu peux toujours te prendre la foudre avec un effet qui va engager un land typiquement instant speed ou ce genre de bêtises. Mais dans l'idée, le deck produit tellement de mana qu'en fait, il a pas vraiment, il subit pas trop le downside de la carte normalement. Après, engager les lands en upkeep, ça va pas permettre de ne pas pouvoir payer parce qu'en réponse, il suffit d'engager du mana. Mais imaginons que vous aviez 6 mana, que vous comptiez en engager 4 à l'upkeep et que votre adversaire vous fait une giga de rose et que vous engage les un Armageddon. Un Armageddon, voilà. Ce serait magnifique. Bon, je pense pas que le joueur d'Azorius joue Armageddon. Il joue pas Armageddon, mais voilà, si, en fait, ça peut facilement vous faire un tour dans le vide le tour suivant. Donc, il faut vraiment que le play envahisse le coup, quoi. Bon, on va voir comment ça va s'articuler. Ici, l'air dans The Hydra et c'est land pass. Alors ça, c'est pas cool. C'est dommage de pas avoir le meilleur play T1 pour Azusa, ça aurait sûrement été une exploration. Ah non, je vois d'un Worldly Tutor dans la main de Jérémy. Donc Worldly Tutor, il a plusieurs cibles. Il a plusieurs cibles, ou alors il a pas de créature incontrable de mémoire. Ça fait faire du CDA. Contre bleu, c'est jamais une bonne nouvelle. Après, il peut aller chercher un Silver Bullet dans le match-up, ça peut être intéressant. Une Alpheline, ça peut être ok aussi. Ça permet de passer son UGG facilement. Alpheline, ça peut être pas mal. S'il a beaucoup de cartes de rampe en main, peut-être déjà commencer à aller chercher des tons en prévision. Prime Vol Titan, c'est une carte assez forte. Après, là, il a Mulligan à 6 et il fait un Worldly avec du CDA, donc il va avoir théoriquement 5 cartes en main. Et il était sur le play en plus. Et après, son oppo a aussi joué en partant à 6, donc il y a ce paramètre à prendre en compte. Et contrairement à un deck purement contre-sort, purement contrôle, Errant et Diada, il a quand même beaucoup de cartes flash pour capitaliser sur l'effet de la CZ. En fait, il a enlevé des cartes de pioche et il compte sur le fait que je vais caster pour 3 mon GG et ensuite je vais avoir... Il peut faire pas mal de value. Ouais, exactement.
on va faire de la value, donc il y aura peut-être moins de contre. Après, c'est une value qui est quand même très conditionnelle, donc il va falloir qu'il arrive à... Mais sur effet fetch, par exemple, ça peut être vraiment fort. Ouais. Ici, on a un Ghostly Quarter qui a été landé du côté d'Azusa. Je sais pas si c'est vraiment son match-up. Le joueur d'Azorius qui nous lande 2 beaux basiques. Ouais. Et puis, Ghost Quarter, il a le mauvais goût aussi d'aller faire chercher un land basique. Donc c'est fort contre tous les decks qui vont être quadricolores, etc. Les decks qui vont avoir des lands un petit peu utilitaires. Ou un Scud Swarm directement. Alors c'est dommage, c'est pas incontrable. Mais on n'a pas le land, c'est-à-dire que... Ou alors on n'a pas le land parce que sinon on l'aurait landé avant pour essayer de passer au tour de Daze qui demande de contrer avant qu'on paye 1, de Force Spike et de Mana Tice. Effectivement. Donc, c'est qu'il manque un land. Et on sait que le joueur vert a pas forcément beaucoup de land en main, sinon il aurait tout simplement casté Azusa pour essayer de... Alors ça c'est étonnant, ça c'est un play très très étonnant. La solitude sur Scud Swarm, on pouvait s'attendre. Solitude, et avec 2 mana, un play flashé, je suppose, proactif. Ouais. Ok, un Archiviste Dogma. Vraiment s'attendre à ce que la solitude tombe sur l'Alpheline, en prévision du Azusa, je lande. Archiviste Dogma, du coup, ça fonctionne sur Ghost Quarter, parce qu'il me semble que le joueur vert va aussi plutôt un land, hein, c'est ça? Ça fait draw en plus sur Ghost Quarter. Inutile, et puis il a pas assez de land. Tout à fait. Jérémy. Donc là, on va sûrement avoir Errante Gada qui sera flashé en fin de tour du joueur vert, à moins qu'il y ait un play proactif qui soit puissant de son côté, qui nécessite un contre. On trouve Yavimaya, c'est une carte vraiment intéressante dans le deck. Pour vous dire, il joue même Urborg. En fait, ça permet à tous les lands qui font pas de mana, comme Mesophite, comme... le Faute-Nosir, c'est puissant par contre. Hein. Ça, c'est pas mal. Ça permet de bien checker la main du joueur bleu. Si c'est pas contré, ça veut probablement dire qu'il a pas forcément d'interaction en main. Bon, de toute façon, il comptait sûrement jouer Errante Gada. C'était déjà son plan initial, je pense. Ça attaque à 4, donc peut-être qu'il va réussir à mettre une cloque un peu. Ça met une belle cloque. On a aussi un terrain animable qui a été joué au tour 1, le Lair of the Hydra. Bon là on est vraiment sur une game côté Azusa assez atypique parce que le commandant est inutile vu qu'on n'a pas beaucoup de land en main. On part avec un désavantage en carte. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il est en train de se tâter à contrer. Ah non, il avait Snap et Click. Sur Snap, il avait potentiellement Preordain, mais c'est obligé à jouer en rituel, ce qui était vraiment pas fou. Click, ça a l'air d'être vraiment puissant de l'enlever. Ça fait 3 points par tour, c'est fort. Ouais, ça met une belle cloque, ça permet de checker la main du joueur vert, c'est pas mal. Ici, on a sûrement un Snap Errante Gada qui est flashé, ouais. Donc là, on a un No More Lies au-dessus de la bibliothèque, donc on trouve un contre pour le tour suivant. No More Lies, c'est pas mal, en plus ça exile. C'est pas trop mal, ouais. C'est pas trop mal. On a un land basique sur le dessus. Il me semble que c'est ça, ouais. Un land basique blanc, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, on a un Covered Plains. No More Lies Snap. Quand on a des infos sur les cartes au-dessus de la bibliothèque, notamment avec Errante Gada, et qu'on parle pas d'une carte en spécifique, ben vous voyez, vous là affiché à votre droite, c'est donc Covered Plains qui est au-dessus de la bibliothèque de Mathieu qui joue Errante Gada. Donc voilà, quand vous avez cette info, on n'en parle pas souvent. Voir un peu ce qu'a le joueur vert en main là. Tripote pas mal ses cartes, hein, le Jérémy. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il a 5 manas disponibles. Alors, mélanger ces cartes, au début, ça part d'une idée qui est de je pioche ma carte, je mélange mes cartes, du coup, mon adversaire ne peut pas savoir ce que j'ai pioché, si j'ai pioché un land ou quoi que ce soit. Ouais. Ça permet que l'adversaire ne sache pas ce que j'ai pioché, ce que j'ai tuto, etc. Ils connaissent pas l'ordre des cartes qui sont arrivées en main. Ouais. Et pour beaucoup de joueurs, c'est devenu un tic de je mélange tout le temps. Donc, ça a du bien, ça a du moins bien. Pacte. C'est Meller's Pact. Alors là, c'est un peu ballsy, parce qu'admettons qu'il se prenne une gestion sur Alpheline, il aura pas de quoi payer son pacte au prochain upkeep. Si, là, c'est 4 terrains. Il coûte que 4 mana. Ah, c'est 4. Ouais, oui, c'est 4. 5 mana, c'est pour... 5 mana, c'est pour Pact of Negation, non, c'est ça? Ouais. C'est ça, ok, j'ai confondu. Alors, Pacte de l'invocateur. Donc là, le No More Lies, faut surtout pas le cracher là-dessus, parce que Azusa, c'est... Bah, voilà. Il crache le No More Lies. En fait, ça... Autant le caster sur la... Est-ce que le Pacte, non. Le Pacte, c'était un bait. Il serait allé chercher une créature qui est forcément contrable, parce qu'il a rien d'incontrable dans le deck, et s'il a quelque chose d'incontrable... Enfin, en tout cas, avec cette quantité de mana-là, malheureusement, il a pas d'effets on-cast qui sont vraiment impactants. Pas assez puissant pour... Non, ça lui aurait forcé à payer 4 mana au tour suivant. Non, c'était vraiment pas un bon play là de contrer. Ouais, le No More Lies qui a été lâché un peu vite. Non. Surtout que là, typiquement, s'il avait un play à 4 ou à 5 impactant, il aurait pris l'avion, il aurait pris la foudre, le joueur d'Azorius. Donc on va animer le lair pour essayer de mettre une cloque. Donc c'est une 3-3 là, le lair. Ouais, c'est une 3-3, ça tape à 7. Ça a reach l'air, non? Non, ça a pas reach. Hydra, non, il me semble pas. Non, ça a pas reach. Il me semble pas. Ok.
Là, le joueur d'Azorius qui a 14... 13, il me semble. 13. Ouais. Ok. Donc là, on a pioché le basique. Au-dessus, on a un Malcolm. Après, ça c'est pas mal. Ça nous c'est donne cool. un Snap Normalize sur le plat de l'oppo. Tout simplement, Malcolm plus Snap, ça fait du Malcolm body. Snap, ça fait du board. L'idée serait quand même de jouer ce Snap qui est au-dessus de la bibliothèque. Ça nous permet de creuser une carte de plus pour le tour suivant. Malcolm qui est une très bonne carte. Dans le format, ça permet de creuser, ça permet de trouver des réponses. C'est en flash. C'est en flash. Ça coûte que 2. Ça fait du CA sur Errantegada. La carte est incroyable. Donc là, on rattaque pour 7. Attaque à 7. C'est des tours qui sont vraiment... un peu à vide, hein. Un peu à vide, ouais, comme tu dis. On essaie de jouer avec ce qu'on a, mais... Pour l'instant, la claque côté joueur vert est un peu meilleure, mais là, on va peut-être avoir Malcolm Snap qui seront flashés, qui vont permettre de grandement améliorer la claque côté Azorius. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord jouer Malcolm, comme ça, on voit une carte de plus, et ça se trouve, c'est une carte avec le flash qu'on va avoir envie de jouer. Donc, qu'est-ce que c'est juste... Parallax. Bon, bah voilà. C'est fin de partie. Parallax, on connaît, hein. Fin de partie, parce que du coup, on va récupérer le sourd, on va piocher une carte quand on va le récupérer. Malheureusement, c'est rare que quand Parallax est casté, la game se finisse pas là-dessus, à moins que le joueur vert trouve un beau Zeiju éventuellement qui serait un beau out. Même beau Zeiju, ça ne faudrait pas sortir, parce que on récupère 2 tours, on attaque avec le vol tranquille, on récupère un land de plus. Parallax, c'est compliqué. Et Swift reconfiguration qui pourrait être joué en plus. Swift en plus. Donc, ou alors on joue Parallax, oui, ce sera le play de meilleur de Parallax. Ouais, Parallax. Faut jouer Parallax, prendre tout de suite l'Alpheline. Parallax, c'est sûrement une des meilleures cartes du format en blanc, si ce n'est la meilleure. Ah non, fallait prendre l'Alpheline, là. Ouais. On laisse une chance à l'oppo de se rattraper, quoi. Là, typiquement, sur top deck land, Primeval Titan, potentiellement, il pouvait aller chercher de land et commencer à faire des bêtises. C'est un ETB, Primeval Titan, qui permet, c'est une créature pour 6, qui est une 6-6, qui permet d'aller chercher de land. C'est ça. Peut-être qu'on a récupéré l'Alpheline à l'upkeep. Ah oui, potentiellement. J'espère. Ouais. Ça reste dommage de pas l'avoir pris à son tour. Mais c'est déjà un peu mieux que de laisser la main phase avec. Donc là, on va proposer à 3. En plus, il a le titan en main. On a vu le titan dans la main du joueur vert. Donc là, on propose un augure de l'automne. Bon, l'augure, ce sera un peu late, mais Isophyte, ça peut peut-être permettre de tenir un tour supplémentaire. Non, même pas. Rien du tout, non. La game est terminée, là. En fait, Parallax Wave va permettre juste de prendre les créatures adverses, de passer les 5 points qui manquent. Ouais, il a 4 marqueurs dessus. Faute Note Seer et Augure vont... En plus, en récupérant Sotnoskir, on va piocher une carte sur l'effet de... Après, Isophyte fait du vert, mais là, pour le coup, je crois que... Non, il n'y a pas de... Parallax, hein, voilà. Une bonne carte du format, un peu trop forte à mon goût, mais... Si vous cherchez les staples à acheter, et que vous êtes sûr que ça sera bien fort... Dans un match-up créatureux, cette carte, elle est incroyable. La seule faiblesse de la carte, c'est Contrat de contrôle, où elle est vraiment assez faible, mais sinon, au global, la carte est juste complètement overpower. Elle a d'autres avantages aussi dans Errantegada, vu que le deck joue bleu, c'est qu'on va avoir encore accès à tous ces effets Stifle, donc Stifle, Talzend, China Tidebinder, et un troisième dont j'ai oublié le nom, c'est une carte qui se recycle et qui fait un... Talzend ? Non, une créature qui se recycle pour 3 mana, je sais qu'il la joue. Ça lui fait 4. Ah oui, Nimble Obstructionniste. Ouais, exactement. Yes. Ah, c'est rigolo ça comme carton. Souvent joué dans les decks mono bleu un petit peu. Ouais. Bah là, je crois qu'il est dans le deck surtout parce qu'il a le flash et que ça te permet de faire du CA supplémentaire, mais bon, c'est vrai que c'est pas une carte qui est exceptionnelle. Bon, le joueur vert qui remballe en même temps sur Parallax, c'était un peu sûr. Donc c'est un peu ce dont on vous parlait, c'est-à-dire que globalement, si Errantegada arrive à tuer assez vite avant que... C'est ça. Faut vraiment pas laisser le joueur de monovert s'installer trop longtemps par contre. Parce que... Surtout qu'il y aura plus de menaces qu'on ne va avoir sur un plan Marit Lage, typiquement, après on a pas mal de volants du côté d'Azorius et on a des effets d'exil comme Sword of Plowshare qui peuvent être assez puissants. Mais faut voir. Là, on avait une main qui a été mulliganée du côté mono vert. C'est dommage parce qu'on avait une Cité de Solitude. Donc c'est un enchantement pour 3 qui dit que les joueurs ne peuvent lancer des sorts que pendant leur tour. City of Solitude, c'est pas mal, mais en termes de tempo, c'est peut-être un peu late contre un deck qui va... Tour 1 Elf ou tour 1 Explo, tour 1 Bourgeonnement, tour 2 City, tour 3 ça enchaîne avec un gros play à 4 ou à 5. C'est pas déconnant. En fait, on a envie de jouer notre général tour 2, donc c'est-à-dire on va vouloir générer le 3 mana tour 2. Donc on va normalement pouvoir jouer la City. J'avoue être assez étonné quand même de voir City dans le deck. Ça, c'est sur la même curve que le général. Après, la carte est très puissante, hein, mais... Là, on a un Qatar Commando, c'est vachement bien, parce que c'est une 3-1.
Il va ou alors mettre les points très très vite, ou alors permettre de se sacrifier pour gérer une exploration, pour gérer une cité de solitude, pour gérer toutes les cartes un peu chiantes. Mono vert, en fait, il va se battre avec deux choses. Il va se battre avec ses landes qui ont plein de capacités, et puis il va se battre avec des enchantements et des artefacts qui vont lui faire sa value. C'est ça. Et qui vont être vraiment difficiles à résoudre. Creuser des mondes, qui va ramener les landes du cimetière. C'est Explo, on a Ramunap qui a le même effet sur une créature. Ramunap, c'est malheureusement pas un enchantement. C'est pas un enchantement, mais ça permet de faire des belles séquences sur Fetch Azusa qui sont très très puissantes. La Crop Rotation, c'est une excellente carte. Sur Crop Rotation, on peut aller chercher quoi? On peut aller chercher... Crop Rot dans le match-up, on a forcément Glacial Chasm qui peut être ok pour tempo un petit peu. Après, ça bouffe un land, mais c'est quand même sympa, surtout sur Explo. Donc, Glacial Chasm, c'est un land qui combo pas mal dans Azusa, en fait, qui permet d'empêcher les créatures, d'empêcher de prendre des points. Mais on n'a pas le droit d'attaquer en contrepartie, et on a un cumulative upkeep, c'est-à-dire qu'au début, on paye 2 points de vie, ensuite on en paye 4, ensuite on en paye 6, etc. Un petit œil du Guin, là. Bon, est-ce qu'on a un petit Eldrazi, un petit Faute Matsir en main, là? Ça aurait été sympa avec l'Eye of Guin. Donc on en parlait d'exploration. Oui, c'est ça, c'est exploration. Ouais, c'est Explo. Donc là, le joueur vert nous fait un départ assez canon. Hein. L'œil du Guin, par contre, il génère pas de mana. C'est un peu dommage. Il nous faudrait une Yavimaya, là, ce serait top. Le truc dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'Yavimaya et Urborg permettent à l'œil du Guin et aux autres cartes comme ça de... Ouais. Crop Rot sur œil, c'est vrai que dans le spot, ça avait pas l'air exceptionnel, surtout quand il a plus de cartes en main. Après, si le joueur d'Azorius a un contre en face, là, le joueur vert implose un peu, hein, parce qu'il a une main qui est vide. Pas qu'un peu, ouais. À voir... Ouais, sur contre, je pense que la partie s'arrête ici. Ok, bon, ça passe. Mais il en joue pas tellement, hein, Iranti Diada, c'est vraiment du tempo, c'est un ou deux... Ah, oui, War Room, c'est intéressant pour grinder l'op, ouais. C'est intéressant, il a pile de mana qu'il faut pour l'activer à chaque tour. L'idée, c'est qu'on va perdre 1 point de vie par tour. Surtout quand on a Explo en jeu, War Room, ça peut être assez intéressant. Ouais, c'est... Si on fait land, on va faire War Room en rituel pour potentiellement trouver un deuxième land pour s'assurer le land drop. Non, c'est cohérent, War Room, c'est vrai. Très bon tuto. Et le land, la cave là, c'est... Ah oui, c'est celui qui pioche quand il est sacrifié. Il permet de piocher si on a un artefact, et il permet de piocher si on a un enchantement, si je dis pas de bêtises. Ça coûte 1 mana et l'engager et le sacrifier. Pour activer son effet. Donc on a beaucoup de pioches. Cathar Commando qui est flashé. Donc ça, on parlait justement de creuser des mondes. Bon, c'est une bonne réponse à creuser des mondes. Ce sera trop tard pour essayer d'avoir l'exploration. C'est bien trop tard. Là. Ouais. L'exploration, là, faut la laisser. Dans tous les cas, le joueur vert a qu'une carte en main. Surtout que son adversaire est déjà... Là, par contre, ce qu'il faut, c'est côté Azorius, c'est de bien trouver des contres et des effets stifle pour assurer le prochain ou les 2 prochains gros tons qui risquent de tomber là dans les prochains tours. Quitte à stifle, même un effet War Room. Ouais, c'est clair. On perd une carte, on empêche de piocher une carte. C'est clair. Pourquoi le pas. joueur vert fait que ça de son tour, ça a l'air vraiment puissant. Si on lui empêche de trouver ces 2-3 landes qui lui permettent de faire ensuite 2 plays à son tour, à savoir piocher plus jouer autre chose, c'est cohérent. Ça l'oblige de faire un tour à vide. Donc ici, on trouve le 3e land. On va sûrement avoir le joueur d'Azorius qui part sur le plan Errante Yada. Donc ici, du côté vert, on espère top deck. Courseur, c'est bien. Ouais, courseur avec Explo, c'est vraiment puissant. Ça permet de vraiment capitaliser sur le fait de je vais lander à tous les tours. 2 fois par tour. Sur Fetch, ça permet de mélanger, de retrouver un land potentiellement. À peu près 50 de land, 50 land, on doit être dans 54 lands. Spell, on l'attendait. Je crois que j'ai vu une Horn of Greed dans la main de... Oh, c'est coquin, ça. Jérémy. C'est coquin, mais ce sera un peu inutile. Ouais, c'est un peu inutile, mais j'adore la carte. C'est l'une des cibles favorites du Cathar Commando, ça. C'est clair. On va voir la carte arriver, dès qu'on va avoir une priorité, on va vouloir la... Le deck Azusa est assez spicy, hein. C'est très original dans le format, Donc là, on a Horn of Greed. Globalement, si on a un land en main, on va le lander maintenant. On aurait pu faire les choses dans l'ordre inverse, c'est-à-dire lander, puis jouer Horn of Greed pour tourner autour de Manalik. Est-ce que ça vaut le coup? On a vu le joueur d'Azorius engager un land. Est-ce qu'on n'aurait pas un spell pierce suivi d'une force spike ou quelque chose comme ça? Spell snare, ça fonctionne pas. J'ai l'impression qu'il y a Unseen Ice dans la main, mais j'arrive pas à voir d'autres cartes. On a un spell pierce, donc il y a sûrement quelque chose qui suit derrière. Ouais, on va sûrement avoir une force spike ou une Natite. On paye les 2 mana, ouais, et ensuite... Ou alors on a juste essayé de le pousser à... Ah ouais, non mais là ça va pas du tout. Fallait en réponse à la premier trigger de draw de Horn of Greed, sacrifier le Cathar Commando. Ouais.
Et ça permettait d'empêcher de piocher une deuxième carte sur bosser de jeu. C'est vrai. Le joueur vert qui a joué un peu vite, hein, mais... Ouais, je pense qu'il en a profité un petit peu, le joueur mono vert. Il en a profité un petit peu. Après, il profite lui aussi hein, sur les landes, il pioche aussi sur. Ouais, c'est un effet symétrique. Mais, donc, quand il y a exploration, c'est moins symétrique que son LR, surtout qu'il a pas 54 landes. Après, encore une fois, hein, le joueur bleu, il lui suffit d'avoir quelques contres en main, et là, il a l'air d'être plutôt bien parti, surtout qu'il a quand même une belle cloque. Il a une cloque en 2 tours. Faut pas oublier que derrière, il y a aussi un petit dénique, et salle de guerre, et Cryptic Cave qui vont permettre de piocher plus. Et Temple of the God qui fait faire beaucoup de mana. La quantité de mana du joueur vert ici. Et derrière, on a des super plays. Après, là, faut vraiment piocher la carte active. Faut vraiment piocher la carte Azusa, ça veut dire que c'est un peu compliqué. On a du land là, on peut lander autant qu'on veut quasiment. Ouais. On pioche. Pas de carte active toujours à l'horizon. On repioche. En fait, si c'est des landes, on va les lander, on va piocher. Dès qu'on va piocher une carte active, ce sera ou alors un elfe ou alors une bonne carte. Ouais. Donc en fait, il y a pas trop d'out là pour Errante Jedi. Après là, on sent quand même le joueur vert un peu dans la tourmente. Même pas tant que ça, parce qu'il va pouvoir chum block le Qatar Commando avec Azusa et rejouer Azusa ensuite pour 5. Donc en fait, ça colle que 4 points par tour. En gros, le joueur vert a 3 tours quoi. 2-3 tours. 3 tours, il a largement le temps de trouver une solution. Je suis quand même vraiment surpris que leur 9 grid soit toujours en jeu. Ah. Donc là, Hugin c'est puissant. Hugin c'est pas mal, ça va permettre de... S'il y a pas un contre, raser le board. S'il y a pas un contre, c'est game. Il a l'air d'avoir des mimiques qui laissent croire qu'il a un contre. Quand ça joue avec ses cartes comme ça, quand vous jouez contre un joueur bleu et que ça joue un peu avec ses cartes, vous pouvez être quasiment sûr de vous en prendre un. Après, des fois, vous vous faites baiter. Attention à ça. C'est les joueurs blancs, ça. C'est Manatais. C'est Manatais. Donc, il avait peut-être Manatais déjà en main tout à l'heure quand il a fait le spell Pierce, mais je suis étonné qu'il l'ait pas joué à ce moment-là. Je crois qu'il l'a pioché entre temps. Il l'a pioché entre temps, ouais, ça m'étonnerait qu'il l'ait pas joué. Ok. Donc là, on a récupéré une Arid Mesa, ça permettra de piocher 2 cartes. En off-grid avec Errante Gada, c'est pas mal quand même, hein. Ça permet de bien épurer le dessus de la Bible pour pouvoir faire un petit peu de value sur le commandant. Non, mais fallait pas la laisser. Hein. Ouais, je suis d'accord, fallait pas la laisser. Non, mais clairement. Alors, ici... Donc là, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va attaquer avec nos 3 bêtes. Azusa va être obligé de bloquer Qatar, on va coller 4 points avec Errante plus Dénix. Bloc sur Qatar, sacrifier Qatar en réponse pour péter Je suis même pas sûr qu'il va le faire. Bah, il l'aurait fait tout à l'heure. Ça, il serait peut-être temps quand même, non? Bah oui, mais maintenant qu'il est dans son play, en plus il a pioché un fetch, donc c'est-à-dire que tour prochain il va piocher 2 cartes sur sa... Je pense que maintenant qu'il est parti là-dessus, c'est qu'il assume son... C'est un peu tard pour revenir en son plan de jeu. Mais ouais, non, ça aurait été dès le premier trigger de pioche. C'est vraiment dommage cette Honor Grid. Hein. Je pense que vraiment il fallait la péter tout de suite. Non, ici on a Hammertile. On se met en difficulté parce qu'en fait. Bon, ça c'est pas mal. Ouais, non, par contre là, si le joueur vert pioche Chasm, ça va devenir très compliqué pour le joueur d'Azorius, je pense. Chasm, tuto, n'importe quoi en fait. Il y a énormément de cartes du joueur vert qui empalent le et en fait, on va tellement piocher dans ce tour qu'on va avoir la moitié de sa bibliothèque. Ok, donc on a une copie Temple of False God, la quantité de mana. Ouais, non mais le joueur vert c'est illégal parce que Vesuva est censé arriver engagé. Ouais, tout à fait. Par contre ça. Donc ça c'est un petit peu limite. C'est un peu coquin. Alors par contre, il a l'ancienne version sur laquelle c'est pas marqué, c'est-à-dire qu'il y a eu un errata sur la carte. Donc ça m'étonne pas, c'est pas le premier joueur, j'ai déjà affronté des joueurs en tournoi qui ne savaient pas que leur Vesuva arrivait engagé. Ça m'étonne un petit peu de Jeremy, parce que c'est quand même un bon joueur, il a l'habitude de deck. Bon, après ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais voilà, ça peut arriver. En tout cas, on connaît bien le joueur et on peut vous assurer que c'est pas volontaire. C'est clairement pas volontaire. Donc là, alors là, on prépare quelque chose. Ou alors on fait peur à l'adversaire. La mode. Donc on vous parlait des cartes avec les effets au casque. Donc là, s'il n'y a pas un Stifle Effect dans la main de Mathieu, c'est game tout simplement parce qu'on va remove le Murktide, on va remove la Errante et on aura notre bloqueur sur Dénix. Qui est pas des moindres, hein. 10-10 indestructible. Ça prend quand même les effets d'exil, mais sur une Sword, gagner 10 points de vie, ça peut être intéressant. Ah, on a le Stifle. On cherchait le nom de la carte en plus tout à l'heure. Une belle obstructionniste qui arrive à point nommé, hein, quand même. Normalement, vous allez payer 3 pour le cycler. Qui arrive à piocher une carte et contrer la capacité. Alors là, pour le coup, franchement, le joueur Azorius a eu quand même pas mal de réussite, hein. Parce que, sans effet Stifle, il faisait clairement l'avion sur cette partie. Et là, il a juste une phase d'attaque létale avec Murktide.
Donc faut voir si le joueur vert a pas une réponse supplémentaire, mais sinon ça va probablement être game du côté Azorius. Non, c'est game. On voit une bonne habitude là du côté de Jérémy, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand concéder les games pour passer vite à la deuxième. Mais si c'est déjà la deuxième, en fait, ça sert à rien de concéder la game avant que votre adversaire vous ait descendu totalement à 0 points. Pas hésiter de jouer sur une erreur de l'adversaire. Parce qu'en fait, des fois, sous pression en tournoi, on peut vite... Et en plus, il lui rappelle, comme un gentleman, son trigger on off-grid qu'il avait oublié sur le fetch. Donc là, il y a... Qu'il ait une réponse ou qu'il ait pas de réponse, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes déjà sur une game ou si vous la perdez, c'est fin de la partie, on passe à la ronde suivante. Jouez-la jusqu'au bout. C'est vraiment dommage parce que le joueur vert a une très bonne sortie sur cette partie. Il a un peu eu du mal à trouver ses cartes actives, mais il a rampé vraiment très fort. Et franchement, il a un peu manqué de réussite parce que je pense que les odds étaient plus du côté du joueur vert sur cette game, à mon avis. Même en termes de pilotage, il a vraiment bien amené... Il a amené les choses comme il fallait, ouais. Bien amené les choses. C'est juste dommage d'avoir pioché ce payoff de rampe un peu tard. S'il avait eu un payoff un peu plus tôt, ça aurait vraiment été incroyable. Donc là, on a juste un land au-dessus. Azusa, qui a un deck assez solide, qui est devenu beaucoup plus puissant récemment avec l'ajout des MH3. Pas mal de nouveaux lands qui sont venus bien agrémenter le deck. Ici, on a Anti-Nice qui va prendre la Mog, mais... C'est pas dérangeant, parce que de toute manière, c'est le vol qui nous fait chier. Donc là, à moins d'avoir une endurance ou... Ouais, il voulait peut-être sécuriser, mais bon, là, dans tous les cas... Pas grand-chose à... Parce que même si Murktide se faisait... Endurance, les pré-shots. Donc là, endurance, on rappelle que globalement, cette endurance, elle aurait été incastable si Vesuva était arrivé engagé. Tout à fait. Donc c'est totalement fair que ce soit une game quand même. Bon, petit bilan de la partie, qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Bah c'était un peu comme on l'avait prévu, c'est-à-dire que ça attaque au vol et si ça passe assez vite, si ça passe avant de plus avoir de contre et de plus avoir des festivals face au deck vert, ça gagne. C'est ça. La partie 1, c'était pas de land, donc quand on joue à 54 et qu'on a du mal à trouver son troisième land, alors qu'on est déjà en mulligan 6... La première partie, je suis d'accord avec toi, était assez à sens unique. La deuxième partie était beaucoup plus disputée. Je pense quand même qu'on a vraiment eu de la chance de trouver ces festivals au bon moment du côté Azorius, parce que sinon ça aurait été assez catastrophique pour le joueur tempo. Mais ouais, en fait, on a eu une première partie où le joueur vert a eu du mal à trouver ses lands, et une deuxième partie où le joueur vert a eu du mal à trouver ses payoffs. Finalement, après, c'est un peu le problème du deck, c'est qu'on joue une 50aine de lands, et peut-être on va avoir une 15aine, 20aine de payoffs aux rampes. Donc en fait, c'est un peu... Parfois, il va juste fizzle tout seul, malheureusement, le deck. Mais c'est assez sortie dépendant, mais ça a l'air quand même plutôt puissant. Ouais, carrément. Voilà. Bon, bah merci de nous avoir suivis, en tout cas, pour ce cast. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire et un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre tout notre contenu. À savoir qu'on va avoir pas mal de contenu qui va arriver sur la chaîne. On a déjà potentiellement une série de tutoriels Duel Commander qui sont prévus pour une entrée en matière dans le format et d'autres gameplay commentés. Voilà. Donc dans les commentaires, vous pouvez aussi nous donner un retour sur est-ce que la vidéo expliquait pas assez. Ça nous permettra peut-être de cibler un petit peu mieux aussi sur la suite. Sachant qu'on en est encore à nos débuts en termes de caster, donc voilà, il y a encore une petite marge de progression, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. On les lira tous avec grand plaisir. Et puis du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao!